Allez, nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on parle d'immobilier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, sujet qui parle à tout le monde évidemment, notamment cette question de combien va baisser l'immobilier. Est-ce que d'ailleurs les prix au mètre carré vont vraiment baisser en France cette année? C'est vrai que tout le monde a son avis là-dessus, sur le sujet. Vous y croyez, vous, à la baisse des prix? Il est un peu tôt pour tirer des traits. On ne croit pas au krach immobilier, à un affaissement généralisé des valeurs, ça c'est certain, en gros. Alors, il faut reconnaître que on sort d'une période où l'activité économique a été très ralentie. On a tous en tête effectivement les perspectives d'un chômage important à la fin de l'année. On parle d'une baisse de PIB très très importante, de l'ordre de 10% en Europe en 2020, mais on parle aussi d'interventions massives et rapides des États pour limiter l'impact de cette baisse d'activité et d'un rattrapage très fort du PIB européen en 2021, de l'ordre de 10%, qui pourrait nous ramener au PIB 2019 dès la fin 2021. Donc tout ça peut faire Tout un ça peu sur peur. fond, et je vous coupe Olivier, tout ça sur fond de banque centrale, encore une fois, il faut le rappeler, qui laisse les taux d'intérêt au tapis, et c'est vrai que les taux d'intérêt qui sont très bas, ça ne plaide pas qu'il le reste, ça ne plaide pas pour une grosse correction immobilière, enfin historiquement en tout cas. C'est exactement ça, le cœur du sujet. L'immobilier, c'est un peu un produit de taux, modulo l'évolution des loyers. Donc c'est ce que je vous propose de regarder. On regarde les marchés immobiliers de bureaux, notamment d'un peu plus près. Il y a de quoi s'assurer. Les marchés, les valeurs immobilières sont guidées en gros par les loyers et les taux de rendement. Et les niveaux de loyer dépendent de la création, la destruction d'emplois, du rythme de construction d'immeubles. Et si on fait une photo à l'instant T, on observe les taux de vacances des marchés, le taux de surface inoccupé d'un marché. Ce taux est en moyenne de 5% dans les principales villes européennes. C'est historiquement faible. On voit même des records à Paris ou à Berlin entre 1 et 2% de surface inoccupée. Ça veut dire que les entreprises se cramponnent à leur surface, qu'elles n'ont quasiment pas de choix pour déménager. Si elles le font, c'est pour payer plus cher. Donc on a des marchés qui étaient presque bouillonnants. Mais ça c'était avant la crise sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un avant et un après? C'est ça le sujet. Oui, on peut dire que, en tout cas, que les marchés tertiaires européens rentrent dans cette période difficile en très bonne forme du point de vue du propriétaire. Contrairement à 2008, où ces taux de vacances qui sont de 5 aujourd'hui étaient de 8% au début de la crise il y a 12 ans. Donc on n'a pas de raison de craindre un affaissement généralisé des valeurs, comme je disais, d'autant moins que la construction neuve a été très raisonnable ces dernières années et qu'elle a été nettement ralentie par le confinement. Donc ce qu'on appelle le tertiaire, encore une fois, ce qu'on appelle le tertiaire, les bureaux, le commerce, pour vous, ça devrait traverser la récession sans trop de casse, notamment parce qu'il y a toujours des besoins, notamment parce qu'il y a l'action, encore une fois, des banques centrales. Après, il y a des interrogations sur ce à quoi va ressembler le bureau de demain. Est-ce que le télétravail va tuer le bureau? Est-ce que les boîtes auront besoin, malgré tout, d'autant de mètres carrés qu'avant? Comment les gens vont consommer dans les magasins, plus sur Internet? Ça ne remet pas en cause pour vous, justement, ou pas, c'est la question, l'investissement dans l'immobilier, ce qu'on appelle le tertiaire, voilà, les bureaux, le commerce? Alors, ce que j'appelle tertiaire, moi, c'est surtout les marchés de bureaux, qui représentent de loin la plus grande classe d'actifs, Ouais. celle sur laquelle investissent le plus grand nombre d'investisseurs. Si on fait effectivement un focus sur le commerce, le sujet est bien différent, mais les problématiques du commerce n'ont pas attendu effectivement cet épisode malheureux pour avoir Ça, c'est vrai, ça. on observe des vents contraires, ça anime les débats depuis de nombreuses années. En tout cas, on est sensible, nous on est historiquement sensibilisés à cette classe d'actifs. Il y a des vents contraires, c'est évident, le commerce électronique, l'évolution des territoires, la dévitalisation des villes moyennes, etc. Il y a longtemps qu'on ne s'autorise plus de généralité, on va dire, sur cette classe d'actifs. Tout est cas particulier. Et on garde une conviction forte, c'est que le commerce de proximité dans le cœur des métropoles dynamiques, acheté avec discernement, discipline, etc. Cette classe d'actifs, ce commerce, devrait sortir renforcé de la période actuelle. Parce qu'on l'a vu, les gens ne s'éloignent pas de leur domicile ou de leur lieu de travail pour faire leurs emplettes. Donc on pense vraiment à une vitalisation des quartiers dans les grandes villes. Et sur le bureau, pour le coup, parce que les bureaux, c'est une grosse part des composants des CPI. Là encore, sur l'avenir du bureau, est-ce qu'il y a un avant, là aussi, un avant, un après en termes de bureau? Est-ce qu'il y aura besoin de moins de mètres carrés pour les grandes entreprises ou les entreprises qui ont besoin de place pour leurs collaborateurs? Oui, on ne peut pas nier qu'il y a des phénomènes, des questionnements qui se sont posés, mais quand les gens sont effectivement un petit peu surpris par un ralentissement de l'activité, il faut bien se poser tout un tas de questions, mais tous ces phénomènes sont lents et on est loin d'être certain que la consommation de mètres carrés par individu va baisser, même si le télétravail existe.
les espaces de bureau devraient être réaménagés différemment pour que le lieu de l'entreprise reste agréable, attractif pour les collaborateurs. Donc on n'est pas du tout convaincu qu'il y aura des réajustements brutal, et s'il devait y avoir des évolutions dans la durée, eh ben, on s'adaptera à ça. Mais on ne pense pas que ce phénomène-là, qui anime beaucoup les débats, sera un phénomène brutal, malgré tous les échanges qu'on a pu entendre jusque-là sur ces thématiques. Ouais, et puis encore une fois, s'il n'y a pas de seconde vague et que dans quelques mois, on ne parle quasiment plus du coronavirus, voilà, la révolution n'aura pas lieu. Non, on ne parle pas du tout convaincu par ce scénario. Nous, on est plutôt, on est plutôt à penser que, à court terme, les investisseurs font doublement attention à la sécurité, à la robustesse des loyers qu'ils vont examiner. Ça conduira probablement à un ajustement de valeur sur certains actifs moins convaincants, c'est certain. Mais au-delà de cet épisode, qui devra du reste offrir des opportunités d'achat pour nous, ce sont les grandes tendances économiques de fond qui doivent guider l'investissement immobilier à long terme. Le phénomène de métropolisation dont on parle régulièrement, qui cristallise l'emploi, les fonctions de commandement et même le tourisme dans les plus grandes villes, c'est ça qui active dans la durée la pression foncière et l'augmentation des valeurs immobilières. Donc on préfère se reposer sur ces grands drivers long terme que sur une crise conjoncturelle, en tout cas qu'on espère conjoncturelle, qu'on devrait passer raisonnablement rapidement, je pense. Donc à la question qu'on se posait, crack immobilier, fantasme ou réalité, pour vous, c'est du fantasme? Oui. Ben voilà qui est clair. Donc ça restera, non, plus sérieusement, ça restera une source de performance financière, l'immobilier, dans les prochaines années? C'est impossible de le savoir, vous me direz, mais voilà, pour vous ça restera dans ce couple rendement-risque, voilà, avec moins volatile que les actions, mais plus performant que le fonds en euros de l'assurance vie? Ça nous apparaît comme une évidence. Si on regarde les taux de rendement immobilier, ils sont guidés par l'offre et la demande d'objets loués aussi, mais la raison des investisseurs est drivée par la prime de risque par rapport au taux. En France, c'est l'OAT 10 ans qu'on regarde, qui est à zéro. Donc, quand on achète comme nous à 5 ou 6% de rendement, la prime de risque est historiquement élevée, entre 500 et 600 points de base, ce qui rend quelque part historiquement pertinent d'investir dans l'immobilier loué. Et autre idée, quand on revient à cette question d'équilibre entre l'offre et la demande d'objets loués, on observe que la demande est bien plus élevée que l'offre et ce déséquilibre va croissant chaque année. Donc les principaux marchés européens sont bridés en volume depuis plusieurs années par le manque d'offres satisfaisantes. Donc c'est presque la question inverse qu'on se pose. Est-ce qu'il n'y a pas matière à voir ces primes de risque comprimées quand on aura un retour à la compétition féroce pour le bon immobilier et donc pour une augmentation des valeurs sur le moyen long terme? Bon voilà, merci beaucoup Olivier. Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.